Et on va donc corriger donc, le 67, page 242. Donc, dans cet exercice, on demandait d'étudier la convexité de la fonction sur l'intervalle grand I. Et on vous disait que chaque fonction est 2 fois dérivable. Ça c'est sous-entendu qu'on ne vous demande pas d'étudier la dérivabilité, hein, puisque c'était indiqué que les fonctions étaient 2 fois dérivables. Donc, on s'intéresse uniquement à faire l'étude de la convexité sans justifier la dérivabilité. Donc, on sait qu'on va dériver 2 fois de suite. On peut se poser la question, est-ce qu'on pourrait tout de suite indiquer les variations de la fonction f' au lieu de redériver et de faire le signe de la fonction f seconde? Mais comme on l'a dit, puisque l'étude de signe est toujours plus simple, on peut aussi dériver 2 fois, regarder et s'intéresser à chaque fois qu'au signe de la dérivée seconde. Allez, Marine, à toi, tu me dictes la dérivée première de f. E de x moins e de moins x. Dérivée d'exponentielle x moins dérivée d'exponentielle de moins x, c'est de la forme exponentielle de u, donc c'est du u' exponentielle de u, donc c'est du moins exponentielle de moins x. Ok. Bon. Ensuite, on va redériver une deuxième fois. D'ailleurs, si vous vouliez étudier les variations de cette fonction, c'est pas du tout évident là. Là, il n'y a rien de très évident de savoir quand est-ce que ça c'est croissant ou quand est-ce que c'est décroissant. On voit bien que on ne va pas réfléchir longtemps, on va se dire on redérive une deuxième fois, on sait celle-là était en 2 fois dérivable, c'est-à-dire que celle-ci elle est encore dérivable, très bien, et donc on dérive une deuxième fois. Vas-y, Emery. Exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Ok. Ah tiens, c'est intéressant, vous avez vu? On est retombé sur f. Cette fonction, quand on la dérive, on tombe sur cette fonction f' qui n'est pas la même, et quand on la redérive, on tombe sur f seconde, sur f. Et on comprend bien que si on continue à dériver, parce qu'on peut dériver une 3e fois, une 4e fois, etc., ce serait cyclique. En gros, il y aurait toutes les fonctions, toutes les dérivées qui sont égales à f, et toutes les dérivées qui sont égales à f'. Ça va? Alors, et voilà, maintenant, ok, on tombe sur une fonction qui ne s'est pas vraiment simplifiée, mais c'est pas grave, parce que c'est le signe qui nous intéresse. Et ça, c'est très rapide. Pourquoi? Parce que les exponentielles, c'est strictement positif. Or, pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est strictement positif, exponentielle de moins x est strictement positif, et donc, c'est pas un produit, mais en fait, on s'en fiche parce qu'on a la somme de 2 strictement positifs. Et donc, quel que soit x appartenant à R, f seconde est strictement positif. F seconde de x est strictement positif, donc f est convexe sur grand R. Ça va? Oui, Émilie. Parce que de la même manière, tu dois redériver exponentielle de moins x. D'accord? Donc ça va faire exponentielle x moins, et ensuite on dérive. Or, on a dit que la dérivée d'exponentielle de moins x, c'est de la forme exponentielle de u, que la dérivée d'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Donc quand tu dérives exponentielle de moins x, ton u', c'est la dérivée de moins x qui vaut moins 1, fois exponentielle de moins x. Et donc comme tu avais déjà un moins ici, et qu'après tu as moins 1 exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x, ça donne bien plus exponentielle de moins x. Okay. Ensuite, g de x. Lucas, à toi. Ok, dérivée première, dérivée seconde. Comment ça? Tu redérives la même chose? Si tu es capable de dériver, cette fonction, ça ne doit pas être beaucoup plus dur de dériver celle-là. Qu'est-ce qui change? C'est juste que tu as un petit coefficient multiplicateur devant. Mais rappelle-toi que ça vient de cette formule. Quand on veut dériver k fois u, où k est un nombre réel, et u est une fonction, c'est toujours k fois u'. Autrement dit, ton facteur, ton coefficient multiplicateur, il se retrouve devant toujours ta dérivée. Donc ce petit moins 6,
ben, il va se retrouver aussi. Et tu n'as plus qu'à redériver exponentielle de moins 6x plus 4. C'est-à-dire exactement, puis on va pas le laisser sous cette forme, on va le calculer, ça nous fait moins 6 fois moins 6, 36, exponentielle de moins 6x plus 4. Voilà l'expression de g seconde de x, qui a une forme tout à fait adaptée. Pourquoi ? Parce que l'exponentielle est toujours strictement positive, 36 est strictement positif. Hein. On peut dire 36 est strictement positif et l'exponentielle de moins 6x plus 4 est strictement positif pour tout x réel. Et donc, g seconde de x c'est strictement positif. Autrement dit, on peut dire que la fonction g est encore convexe. Convexe sur grand R aussi. Ok, on dérive. Lucien, tu nous feras la dernière. Alors on nous demande de le faire que sur moins l'infini 2 sur cet intervalle-là. On est d'accord qu'elle est définie, elle pourrait être définie sur R privé de 2. Donc sur la réunion de deux intervalles, moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Mais là, on nous demande de travailler que là-dessus. D'accord ? Donc comme on travaille que là-dessus, bah, c'est comme ça. On va étudier la convexité que sur cet intervalle. Allez, on t'écoute pour la dérivée de H. H' de x égale 1 sur 2x moins 4 multiplié par R. Non. Non. C'est pas... non, tu utilises mal ta formule. Je te rappelle que la formule générale, c'est de la forme 1 sur V. Redonne-moi la dérivée de 1 sur V. Non, mais de mémoire, Lucien. Ah, bah il faut la connaître, celle-là. Dérivée de 1 sur V. Oui. C'est moins 1 sur 2 racines de... Non, pas du tout. Tu fais un espèce de mélange entre la racine carrée et Emery. Moins V' sur V carré. C'est cette formule-là. Au pire des cas, si vraiment vous vous en souvenez plus, bah c'est pas grave. Je pense que vous connaissez très bien, c'est U sur V. Vous pouvez appliquer U sur V ici avec U qui est la fonction constante égale à 1. Ça marcherait aussi. Donc si vous ne vous souvenez plus de la dérivée de 1 sur V, appliquez la dérivée de U sur V. Vous retomberez sur vos pieds. D'accord ? Alors avec ça maintenant, Lucien, à toi. Alors, ça fait 2 sur 2x moins 4 au carré. Non. Moins, Moins 2 sur 2x moins 4 au carré. D'accord, comme ça. Moins V' sur V carré. Ok ? Ne développez pas, gardez-le comme ça. Et on continue, on redérive, encore sur moins l'infini 2, puisqu'on vous a dit que la fonction était 2 fois dérivable sur cet intervalle. Justine, à toi. On peut faire U sur V, on pourrait toujours faire 1 sur V, pourquoi ? Parce qu'on pourrait voir ça comme un coefficient moins 2, un coefficient multiplicateur moins 2. Regardez. Bon. Mais ça marche avec U sur V, mais regarde, on peut aussi dire que ça, c'est moins 2 fois 1 sur 2x moins 4 au carré. Se dire que ça, c'est un coefficient moins 2 qu'on va réécrire, et on fait encore la dérivée d'1 sur V. Mais tu as le droit, si tu veux, de faire U sur V, c'est peut-être plus simple ici, pour pas vous tromper. Alors vas-y, on t'écoute. Moins 2 fois quoi ? Non. Il n'y a pas écrit 2x moins 4. Hein. Il y a écrit 2x moins 4 au carré. Ton dénominateur ici, c'est 2x moins 4 au carré. Ah, donc il faut le dériver. Non, tu n'as pas compris ? Tu es en train de faire U sur V. Bah, si tu fais U sur V, V c'est pas 2x moins 4, c'est 2x moins 4 au carré.
Et donc dans ton V', il est plus compliqué que ça. V' c'est quoi? C'est la dérivée de 2x moins 4 au carré. Quelle est la dérivée de 2x moins 4 au carré? Elle est de quelle forme? C'est de la forme u puissance n. Hein. Ça, on peut se dire, ça, si on ne l'a pas développé, ben on dit c'est u puissance n. Et la dérivée de u puissance n, c'est n fois u' fois u puissance n moins 1. Il va falloir connaître vos formules. Hein. N'attendez pas le dernier moment pour les connaître. Il faut les mémoriser. Ça c'est pour moi, c'est une formule des dernières, même si peut-être que vous l'avez oublié, mais là, il faut absolument vite les remémoriser. Il faut avoir votre petite fiche avec toutes vos formules, votre formulaire complet en permanence, et puis après, les apprendre. On n'a pas le temps je vous en ai donné à faire sur la Baumette, mais on n'a pas le temps de faire des interros, de dérivations, etc. C'est à vous vraiment de les mémoriser parce que vous allez en avoir besoin. Hein, elles ne seront pas données le jour de l'épreuve. Donc, on y va. Donc, la dérivée de 2x moins 4 au carré, ça donne n. Vas-y, Justine, jusqu'au bout. 2 fois Très bien. Et 2, c'est le n fois u' fois u puissance n-1. Donc c'est le petit 1 qui est là, qui reste comme ça. Tout ça divisé par 2x moins 4 au carré, c'est-à-dire puissance 4. Très bien. Ok. Et on la simplifie. Donc là, c'est vrai qu'elle est plus compliquée que les autres. Tout d'un coup, on préfère avoir de l'exponentielle, c'était plus facile. Le 0 fois tout ça, ça fait 0. Donc là, il y a du moins. Donc ça paraît compliqué, mais ça va vite se simplifier, regardez. Donc moins 2, ça fait plus 2. Fois 2 fois 2, ça fait 8. 8 fois 2x moins 4 sur 2x moins 4 à la puissance 4. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah bah ouais, on a un facteur en haut et en bas. On peut simplifier par 2x moins 4. Hein. Ça fait donc 8 sur 2x moins 4 à la puissance 3. Voilà votre dérivée seconde. Et là, il y avait un peu plus de travail, hein, parce que la dérivée première, ça allait, c'était du 1 sur v, pas de problème, mais là, redériver un truc qui c'est un peu compliqué, ça, voilà, il y a un peu plus de travail. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec cette dérivée seconde? On doit étudier son signe. Hein. Rappelez-vous qu'on est en train d'étudier la convexité de H. Donc, c'est le signe. Mais on n'oublie pas qu'on est sur un intervalle particulier. On est sur l'intervalle moins l'infini 2. Quand on dit ça, ça veut dire que x appartient à moins l'infini 2. Et puisque x appartient à moins l'infini 2, n'oubliez pas que ça signifie qu'on peut le traduire en inégalité, ça veut dire que x est strictement plus petit que 2. C'est important parce que il va falloir étudier le signe de ça lorsque x est strictement plus petit que 2. Alors, qu'est-ce que vous feriez? Louise, tu ferais quoi ici? Laquelle? 2x moins 4 puissance 3 ou x puissance 3? Ouais, bon, alors c'est une fonction cube. Quand est-ce que le cube d'une fonction ou le cube d'un nombre est égal à 0? C'est bien quand le nombre est égal à 0. Et donc quand est-ce que 2x moins 4 est égal à 0? C'est quand x égale 2, c'est en fait la valeur interdite, c'est L, cette valeur-là. Donc on sait qu'en gros, ça s'annule en 2. En 2, ça vaut 0, et d'ailleurs, pour nous, c'est une valeur interdite de notre dérivée seconde, qui était aussi une valeur interdite de notre dérivée première, et qui était une valeur interdite de notre fonction initiale. Bref, cette fonction, elle n'est définie que sur moins l'infini 2. Le fait que ce soit en 2, que ça s'annule, c'est pourquoi pas, mais en fait, bon, c'est bien de l'avoir, il faut un peu l'avoir remarqué dès le début, que c'est parce que le 2 il était ouvert parce que c'était la valeur interdite et que ça se propageait comme ça. Mais il nous faut étudier le signe. Comment on étudie le signe?
sur cet intervalle-là. Je vous l'ai traduit avec une inégalité. Peut-être qu'on peut utiliser cette inégalité-là pour savoir quel est le signe de ça. Regardons qu'est-ce qui se passe pour h seconde de x lorsque x est strictement plus petit que 2. On peut donc partir de ça comme hypothèse, c'est notre hypothèse, et dire donc, et essayer de reconstruire f seconde ou h seconde. Si x est strictement plus petit que 2, qu'est-ce qu'on peut dire de 2x? Strictement plus petit que 4. Et donc 2x moins 4, bon, une parenthèse, c'est strictement plus petit que 4 moins 4, 0. Je pars de ça, et j'essaie de reconstruire ma dérivée seconde. Je ne vais pas faire un... Enfin, je veux dire... on pourrait faire un tableau de signes, hein, faire le signe de 8, le signe de ça, mais en fait, on peut aussi travailler sur l'inégalité et reconstruire. Donc ensuite, j'élève au cube. Ah mince! C'est là où on doit se poser la question. Vous vous rappelez, quand on travaille sur les inégalités, on l'a fait pas mal avec les suites, on a besoin de toujours se poser la question, est-ce qu'on change l'ordre ou est-ce qu'on inverse l'ordre? Quand je vais élever au cube, là, ça va faire 0 au cube, donc ça va encore faire 0. Est-ce qu'on conserve l'ordre ou est-ce qu'on inverse l'ordre? Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui se passe pour la fonction cube en tant que variation? Ce sont les variations de la fonction cube qui vont vous permettre de savoir si vous conservez l'ordre ou vous l'inversez. À quoi ressemble la courbe de la fonction cube que vous devez avoir en tête? Vous l'avez en tête, la courbe de la fonction cube? Elle est comme ça, d'accord? Et donc elle est strictement croissante. Son sens quel que soit d'ailleurs sur R, elle est strictement croissante. Et puisqu'elle est strictement croissante sur R, bon, en particulier, elle est strictement croissante sur les négatifs, hein, mais on s'en fiche, elle est strictement croissante tout le temps. Et donc, puisqu'elle est strictement croissante, ça conserve le même ordre. Quand vous appliquez le cube de chaque côté de votre inégalité, vous conservez l'ordre. Vous voyez que si je prends un nombre négatif avec 0, 0 et lui c'est 2x moins 4, là, entre guillemets, 2x moins 4 il est plus petit que 0, leur cube, le cube de 0 c'est 0, et le cube de 2x moins 4 il est là, il est bien plus petit que le cube de 0 qui vaut 0. Ça vient de la stricte croissance de la fonction C. Et donc on va l'écrire d'ailleurs. On va l'écrire, c'est-à-dire qu'on va le justifier ce passage de là, on va dire car la fonction cube est strictement croissante sur R. On a même croissante sur R. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On est en train d'essayer de reconstruire la fonction h. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? La fonction h seconde, pardon. Inès, on fait quoi là maintenant? On Hein? divise par 8. Eh ben, on divise pas par 8. On doit passer à l'inverse. Parce que le 2x moins 4 au cube, là, c'est pas 2x moins 4 au cube, c'est l'inverse de 2x moins 4 au cube. Ok. Donc il faut que j'en déduise. Alors là, attention, c'est particulier. On ne va pas inverser de chaque côté. Hein. Parce que inverser 0, on ne peut pas. Donc c'est pas la même raison. Là, on se pose la question, on connaît le signe de 2x moins 4 au cube, on sait que c'est strictement négatif. Est-ce qu'on peut en déduire le signe de son inverse? Est-ce que si on connaît le signe d'un nombre, on peut en déduire le signe de son inverse? Oui, je suis d'accord. Et là, et donc ce sera positif. L'inverse d'un négatif, c'est positif. Et oui, regardez à quoi ressemble la courbe de la fonction inverse. Si vous partez d'un positif, son inverse est positif. Si vous partez d'un négatif, son inverse est négatif. L'inverse d'un positif est toujours positif. Et d'ailleurs, je vous rappelle, le 1 divisé par moins 3, c'est moins 1 tiers. Hein. C'est négatif. L'inverse d'un négatif, c'est bien négatif. L'inverse d'un positif, c'est positif.
Ok? Donc là, je me sers du fait que, puisque 2x moins 4 au cube est strictement négatif, son inverse est lui-même strictement négatif. Ça, c'est parce que l'inverse d'un négatif est négatif. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? À multiplier par 8 de chaque côté. Et voilà ce qu'on vient de trouver. Que la fonction, que h seconde de x est strictement négatif sur moins l'infini 2. Uniquement. Sur moins l'infini 2. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de la fonction h? Conclusion. H est concave sur l'intervalle moins l'infini 2. Ok, bon, là, celle-là, elle nous a demandé un peu plus de travail. D'abord pour la dérivée, et ensuite pour étudier le signe de cette dérivée. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement que de faire ce travail sur les inégalités? Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé la bonne dérivée seconde? Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé la bonne dérivée seconde d'abord? 8 sur 2x moins 4 au cube. Aïe, aïe, aïe. Je vous rappelle que là, c'est des dérivés de première, pour le coup. Sauf qu'on le dérive deux fois, et sauf que je suis d'accord que la problématique, c'est peut-être pas de trouver celui-là, c'est plutôt de trouver celui-là, de redériver ça. Il faut vous réentraîner, n'attendez pas. Bon, voyons voir. Donc, est-ce qu'on peut faire une autre méthode pour étudier le signe de ça? On pourrait essayer de faire un tableau de signes. Mais ça passerait par quand même, il faudrait être capable d'étudier le signe de 2x moins 4 au cube. Donc ça voudrait dire, tu me disais, Louise, c'est Louise qui me disait où est-ce que ça s'annule? Donc oui, il faudrait peut-être où est le 0, mais en fait tu te rendrais compte que le 0 c'est en 2. Et donc on ferait le signe de 2x moins 4, puis on déduirait le signe de 2x moins 4 au cube en raisonnant pareil, c'est-à-dire en disant, si je sais le signe de 2x, si je sais que 2x moins 4 est négatif, je sais que 2x moins 4 au cube est encore négatif. Bon, mais plutôt en étude de signes. Et après, on ferait le signe de ça, par quotient, on y arriverait aussi, en faisant un tableau de signes. Ok. Alors, on va voir on a d'autres exos à faire. Aujourd'hui, vous voyez, on passe du temps à essayer d'abord de corriger tout ça, essayer d'avoir toutes les explications. Je pense que c'est pas utile de... Oui. Ben, je te rappelle qu'on avait trouvé que h seconde de x, c'était 8 sur 2x moins 4 au cube. C'est parce qu'on avait ça qu'on s'est dit qu'il faut étudier son signe. C'est pour ça qu'on a remultiplié par 8. Oui. Un calcul de limite? Non, il ne faut pas confondre les deux. C'est pas parce que tu prouves que la limite de ta fonction, quand x tend vers quoi d'ailleurs? Quand x tend vers 2 moins, tu trouves, je sais pas moi, tu vas trouver moins l'infini? Ah oui, d'accord. Mais c'est intéressant comme question de se dire, est-ce qu'on pourrait remplacer ce problème d'étudier le signe de la dérive seconde par un problème d'étude de limite? Imaginons qu'on trouve ça. On est en 2, on est à gauche de 2, ici, et on trouve que la limite c'est moins l'infini. Évidemment, on se dit, ah ben ça fait sûrement ça, et donc elle est sûrement concave. Parce que ça tend en moins l'infini par 2, et à chaque fois que vous s'attendez comme ça vers moins l'infini, qu'il y avait une asymptote verticale, on voyait bien qu'on avait eu en fait une courbure comme ça, puisque ça se rapprochait, et puis on disait, bah donc elle va être concave comme ça. Et en fait, en vrai, c'est pas suffisant, c'est parce qu'au début, parce qu'on est dans des cas de fonctions simples, mais tu pourrais très bien avoir un truc qui fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu aurais des changements de concavité, convexité, etc. Il n'y a rien dans cette limite qui t'indique que la courbure, en fait, elle ressemble à ça. Il faut étudier la convexité si tu veux vraiment t'assurer que c'est cette courbure-là. Ok? Donc, on ne remplace pas des problèmes de dérivée ou de... C'est un peu comme si, quand on veut étudier les variations d'une fonction, on dit, et on fait que la limite. On se dit, ah ben c'est bon, la limite, elle tend vers moins l'infini,
Imaginons que je fais ça. Ah ben, puisque ça tend vers moins l'infini, obligatoirement, ben, vu qu'elle va par là, c'est qu'elle va être décroissante. Mais non, elle peut faire ça. Décroissante, croissante, décroissante, croissante, décroissante, croissante. Et vous voyez bien qu'elle a bien une limite qui tend vers moins l'infini, mais elle n'est pas du tout monotone. Donc on ne remplace pas des études de variation ou des études de convexité par des études de limite. C'est des études différentes. Ok, on avait ensuite le 69. Alors le 69. Ah, celui-là, je vais peut-être le projeter. Alors, je vais peut-être devoir éteindre devant, mais on va voir. Je dois toujours jongler un peu entre les deux. Parce que là, sinon, ça va pas être regardable. On va voir. Alors. Donc là, il voit rien si je le laisse comme ça. Ok, bon. Je regarde si je peux éteindre quand même. Ouais, c'est vraiment... On va laisser comme ça, c'est pas grave. Il devrait pouvoir voir. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous raconte dans cet exercice? On a une fonction de quelle forme? De quel type? C'est quoi comme type de fonction? Oui, polynôme de degré 4. D'accord? Fonction polynôme de degré 4, sous forme d'ailleurs réduite, développée réduite. On nous demande de conjecturer, je n'ai plus la question, mais un élève a tracé la courbe représentative d'une fonction f à l'aide d'un outil numérique et a conjecturé la convexité de f sur son ensemble de définitions. En justifiant, infirmer ou confirmer la conjecture émise et analyser l'erreur le cas échéant. Bon, qu'est-ce que... Alors, il a dit, voilà la courbe qu'il a obtenue, il a dit la fonction est concave sur R. Ce qui a l'air d'être le cas graphiquement, d'accord? Quand on regarde graphiquement, il a fait une conjecture. Hein. Une conjecture, on ne peut pas se tromper dans une conjecture. Une conjecture, c'est une hypothèse, c'est émettre une hypothèse. Il a le droit d'émettre l'hypothèse et elle a bien l'air d'être concave. On nous demande de le vérifier si elle est bien concave ou pas, en tout cas de démontrer si c'est vrai, démontrer sa conjecture, ou infirmer sa conjecture si jamais c'est faux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on vérifie si elle est bien concave ou pas cette fonction? Oui. Ben oui, on étudie le signe de la dérivée seconde. C'est notre outil, on n'a qu'un outil pour nous, c'est ça. Donc allons-y. C'est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes sont dérivables sur R infiniment, sur indéfiniment, pardon, ou infiniment dérivables. C'est-à-dire qu'elle mettra une dérivée première, une dérivée seconde, une dérivée quatrième, etc. Mais au bout d'un moment, à quoi ressemblent les dérivées? 0. Si vous dérivez une fonction polynôme de degré 4, vous allez obtenir une fonction polynôme de degré 3, puis de degré 2, puis de degré 1, puis de degré 0. Bref, après, au bout d'un moment, en fait, vous obtenez une constante, et quand vous dérivez à l'étape d'après une constante, ça fait 0, et après, vous obtenez que des 0. Donc, c'est infiniment ou indéfiniment dérivable, une fonction polynôme sur R, et donc, pas de problème, on peut dériver notre fonction. F' de x, allons-y. Jacqueline, à toi. Dérive-moi cette fonction. Plutôt moins 4x cube. D'accord?
moins 6x carré. Moins 12 fois 2x Ok, on va un peu plus vite. Moins 24x plus plus 8. Ok, ça c'est la dérivée première. Marie, tu nous fais la dérivée seconde. Moins 12x au carré. Non. Moins, tu m'as dit combien? Ah, 12. Oui. J'ai compris 2. Moins 12x carré, oui. Moins 12x. Moins 12x. Moins 24. Moins 24. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Étudier son signe. Ok, ben pour étudier son signe, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Discriminant, on regarde si le discriminant est positif ou négatif. exactement. On va voir s'il y a des racines déjà, et parce que suivant s'il y a des racines ou pas, on pourra étudier le signe. Sinon, si ça ne nous paraît pas évident. Donc ça fait A égale moins 12, B égale moins 12, C égale moins 24, et on va calculer le discriminant qui est égal à B carré moins 4AC. Donc B carré, ça fait moins 12 au carré, moins 4 fois moins 12 fois moins 24. Ça nous fait 144, moins... Alors moins par moins, ça fait moins. Alors combien ça fait là, 4 fois... Combien vous avez trouvé pour le discriminant d'ailleurs? Vous l'avez fait ou pas? Non? Alors ça nous fait, calculez-moi la 48 fois 24. Combien ça fait 48 fois 24? Oui. À la fin, j'ai trouvé moins 1008. pour le discriminant. Moins combien? 1008. 1008. Il y en a d'autres qui ont trouvé ça? Alors, oui. 48 fois 24, ça fait 1150. Combien? 48 fois 24, ça fait 1150. Ok, et 144 moins le nombre que tu as dit, ça doit faire ça. Donc, delta est strictement négatif. Puisque le discriminant est strictement négatif, est-ce qu'on peut en déduire? Je vous rappelle que ce qui nous intéresse, c'est le signe de la fonction polynôme. On sait que dans ce cas-là, s'il n'y a pas de racine, on sait quand même à quoi ressemble le signe de ma fonction polynôme sur R. On sait que f seconde de x, il n'y a pas de racine, mais que c'est toujours donc du signe de A. Or, petit a étant négatif, donc f seconde de x, c'est strictement négatif. Et si la dérivée, donc je l'écris comme ça, mais le tableau il sert à rien, on est d'accord, on aurait pu écrire donc pour tout x appartenant à R, f seconde de x est strictement négatif. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de f? Elle est bien concave. Elle est bien concave sur R. Donc, il sait pas. Enfin, sa conjecture est démontrée, ça ne devient plus une conjecture maintenant. Ça y est, c'est un résultat. D'accord? Je vous rappelle que les fonctions polynômes de degré 4, souvent, les courbes ne ressemblent pas à ça. Hein. C'est intéressant de voir que c'est pas très représentatif d'une fonction classique de fonction polynôme de degré 4. À quoi ressemble une courbe d'une fonction polynôme de degré 4? Souvent, ça peut ressembler à ça. S'il y a 4 racines, voilà à quoi ça va ressembler. Avec les 4 racines de ma fonction polynôme de degré 4. D'accord? Mais ça peut ressembler à ça aussi. Ça, c'est quand il y a 3 racines. Ça peut ressembler à ça aussi. Quand il n'y a que 2 racines. Mais on voit que, tiens, ça peut même ressembler à ça. C'était le cas qu'on avait juste avant, c'était une fonction polynôme de degré 4. Donc là, c'est, on voit qu'il va se passer cette espèce de petit renflement, on l'a pas, là, un peu dans des cas un peu extrêmes. Donc, des fois, la courbe, elle représente mal le cas un peu général d'une fonction polynôme de degré 4. Pourquoi elle ressemble... Pourquoi de toute façon, obligatoirement, les deux branches, elles seront du même côté? Pourquoi ça ne peut pas ressembler à ça?
ou un truc comme ça, tout ça. Bah, il suffit de faire les limites. Quand vous avez une fonction de polynôme de degré 4, f de x égale, je sais pas moi, moins 5x puissance 4 plus n'importe quoi, quand vous faites la limite en plus l'infini, ça ne dépend que du terme dominant. C'est-à-dire qu'en gros, tout ça, ça sert à rien pour la limite. C'est lui uniquement qui va influer sur la limite. Or, quand vous faites la limite en plus l'infini, ben ça va tendre vers moins l'infini. Mais quand vous faites tendre vers x vers moins l'infini, ça va tendre aussi vers moins l'infini. Pourquoi? Parce que on fait d'abord la limite en x puissance 4 et que ce soit en plus, quand x tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini, x puissance 4 va toujours tendre vers plus l'infini. Donc après, bah, ça va dépendre du petit coefficient que vous avez devant. Ça va? Donc obligatoirement, il y aura les deux branches qui seront du même côté pour les fonctions polynômes de degré 4. Ok, on fait une petite pause pour que je vous distribue les fiches. Vous allez vérifier. Donc les fiches de confirmation de bac, vous allez d'abord faire passer cette fiche-là pour signer, comme quoi vous l'avez bien eu. Et c'est très très important, donc on regarde. Vraiment, vous relisez toutes les petites informations, surtout toutes vos options, toutes vos spécialités, etc. S'il y a la moindre erreur, vous allez aller tout de suite voir Madame Ferré au secrétariat de la scolarité, c'est-à-dire quand vous rentrez, vous prenez le couloir à gauche, deuxième porte à gauche, couloir de scolarité, c'est Madame Ferré que vous allez voir pour faire la modification. Elle va vous réimprimer tout de suite la nouvelle fiche et vous me la ramenez dès demain ou vendredi, signée, si vous pouvez. Sinon, il faudra le faire passer d'une manière ou d'une autre. Non, sinon ce sera lundi prochain. Mais ce serait bien. Et vous devez vous signer et votre parent aussi. Bon. Sauf si vous êtes majeur. Allez, Justine. Bon. Thomas. Vous savez si Paul il est là cette semaine? Oui, il est là. Il va falloir qu'on lui fasse passer. Marine. Pour Léo. Vous avez cours de quoi après? Les TG2, pardon. Vous êtes encore en spécialité après? Ok. Je vais les passer même Villarreal, ce sera plus simple.
C'est bon, il n'y a personne qui voit une erreur ou quelque chose à modifier. Il y en avait la semaine dernière, là, qu'il y avait d'autres. Simon, Oui. les comptes sont en mail, est-ce que c'est en argent ou en... Alors, moi je crois qu'il vaut mieux qu'elle le changer. Ton mail à toi, et tu vois. Je pense qu'il faut qu'elle le fasse modifier. D'accord. Tu l'as maintenant? Ah non? Ouais, on y va maintenant, on modifie maintenant. Oh, là, non, on s'en fiche. Tant que ce qu'il faut, c'est que le mail soit. que vous puissiez recevoir les informations. Et si tu as envie de le modifier, tu vas le modifier. Mais c'est peut-être un peu normal que ce soit le mail des parents, j'imagine. C'est votre mail personnel plutôt habituellement ou le mail des parents qui est écrit? Des parents, non? Bon, c'est normal. Vérifiez tout. On vous a pas dit qu'il y avait des informations importantes et d'autres moins importantes. Je pense que ce qui est le plus important, c'est évidemment que vos options apparaissent, vos... De quoi? Je réfléchis. Mais non, mais c'est. Mais non, mais c'est normal. Non, mais ça, c'est nom d'usage, c'est parce que si tu n'avais pas le même. Par exemple, si tu étais marié, tu n'es pas marié, Marie? Bon, si tu étais marié, tu aurais ton nom d'usage et là, tu aurais ton nom de jeune fille. D'accord. Donc, je pense que personne n'est marié dans la classe. Bon, c'est normal que vous n'ayez pas de nom d'usage. Du coup, vas-y. C'est au secrétaire des scolarités. Tu vas à l'administration. Prends le couloir à gauche, c'est la deuxième porte à gauche. J'en profite là pour vous rappeler, vous avez vu que je vous ai écrit un mail hier pour vous dire que il faut absolument que vous apportiez votre justificatif là, de la journée d'appel, ou ça c'est si vous l'avez fait, et si vous ne l'avez pas fait, votre journée d'appel, il faut un papier de recensement de la mairie. Il faut l'apporter au plus tard lundi prochain. Marie, j'en profite. Vous avez vu le mail que je vous ai envoyé ou pas? Non? Je vous ai envoyé un mail hier pour rappeler, parce que j'avais oublié de le dire aux autres, que ici, là, en plus de ce papier-là, vous devez apporter, un justificatif de votre journée d'appel que vous avez peut-être fait l'année dernière ou pas. Si vous ne l'avez pas fait, il vous faut un papier de recensement de la mairie. Donc marquez-le. Je vous l'ai écrit aussi, donc vous aurez le rappel sur le mail. Et Marie, je pense que tu n'as pas signé pour le compte. Et par revenu signé à la direction. Ah, tu l'as fait? Il faudra aussi que je vous rende vos contrôles et vos devoirs maison. J'ai des choses à vous rendre aussi. Je vais en profiter pour le faire maintenant d'ailleurs. Ce sera fait. Alors ça c'est le devoir maison. Le devoir maison, je n'ai pas encore écrit tapé le corrigé du premier exercice sur les permutations. Par contre, je vous ai fait la vidéo pour la correction sur les suites adjacentes. Et je vous disais, ce serait bien peut-être de le regarder là au moins pendant les vacances de Noël. Parce que c'est un exercice important, d'accord, qui est dans votre programme, même si c'est dans les approfondissements de programme. Donc ça vaut le coup au moins de regarder la vidéo parce qu'il y en a quand même qui sont passés un petit peu à côté de cet exercice. Il y en a d'autres qui faisaient bien. Mais même, il y en a, je pense, qui se sont vous êtes pas mal entraînés et je suis pas sûr que tout le monde le maîtrise bien. Donc ça vaudra le coup quand même d'y rejeter un œil. Mais pas d'urgence, faites pas ça maintenant. Il y en a que j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient déjà regardé, ça peut attendre les vacances.
Amy est quasiment la seule à avoir rien fait sur la bobine de toute la classe. Donc il y a un problème de connexion. Ah d'accord, bon, j'ai peut-être pas regardé depuis ce soir, mais je dis ça parce que je voulais te poser la question de voir si... les autres, c'est vrai que les autres classes, ils sont évalués, dans une note et tout ça. Vous êtes le grand, je ne viens pas, vous allez me parler le faire, mais je ne viens pas vous dire et vous noter sur le fait que vous avez fait ou pas fait votre travail. Mais soyez, voilà, ça fait partie de la formation de s'entraîner, même si vous pouvez tomber sur des exos où il y a des problèmes, peu importe, plus vous en faites, plus vous vous préparez. Il ne faut pas hésiter après à me poser des questions. Mathis. Ok. Et je vous donne le corrigé du contrôle que vous avez pareil, ou sur la géométrie là que vous n'avez pas rendu parce que il fallait d'abord qu'il y avait surtout Andrea qui ne l'avait pas fait, c'est pour ça qu'il n'avait pas pu vous le rendre. Avec le courrier cette fois que je vous ai tapé, d'accord? Alors Justine. Pour ça, pareil, pour l'instant c'est pas l'urgence, vous avez d'abord le contrôle de la semaine prochaine, vu qu'il n'y a pas de géométrie. Par contre, pendant les vacances, vous passez un peu de temps à regarder les petites erreurs de rédaction, les petites erreurs de notation, tout ce qui peut s'améliorer, même s'il y avait des choses qui étaient bien. C'est bien. Thomas. Et Emmanuel. Différemment, donc pas de corriger, essayer d'observer un peu comment il fait la ligne. Deux questions que tu n'as pas traitées, expliquer que ça. Bien. Ok, on va reprendre. Tout le monde a eu corrigé, il m'en reste un là. Je
pense que ça doit être bon, mais c'est bon? Bien. Allez, on va reprendre. Je voudrais qu'on regarde l'exercice. Vous regarderez ça à la maison. Qu'on regarde l'exercice 70, justement. Même s'il n'était pas à faire, il y a le 72 encore à corriger. Hein. Mais si on regarde le 70, c'était la même consigne. Hein. Okay, il y a une conjecture qui a été faite à l'aide d'une représentation graphique. Et évidemment, la conjecture, c'est la fonction f semble convexe sur R. Okay, même s'il y a une partie plate, je vous rappelle que c'est pas très grave qu'il y ait une partie constante, puisque s'il y a une partie, quand on dit convexe, on ne parle pas de strictement convexe. Hein. Quand on dit convexe, ça veut dire la dérivée seconde est supérieure ou égale à 0, pas strictement positive. Donc, donc la conjecture est assez cohérente. Vérifiez-moi si c'est bon. Vous le faites maintenant là. Exactement comme on l'a fait ici. C'est encore une fonction polynôme de degré 4. Allez, au brouillon, tout le monde me vérifie si cette fonction elle est bien convexe, comme elle a l'air de l'air, peut-être, ou pas. Allez, la Marie, là, ça y est, on sait ce qu'il faut faire là. On vient de le faire pareil. Donc vous refaites la même méthode, c'est du calcul. On étudie la convexité, on dérive 2 fois. Oui. C'est bon? Ouais, c'est bon. Il fallait changer ou pas? Ils n'ont pas réussi à changer, mais ils vont faire une modification avec un endroit. Ok. Mathis, il faudra aussi fournir la justificative de la journée d'appel. C'est JAPD ou un truc comme ça là? JPDA, journée JDC, journée d'appel JADC. Journée d'appel. Si on l'a pas fait. Si vous ne l'avez pas fait, il faut aller à la mairie pour demander une attestation de recensement. Je vous l'ai écrit hier par mail. D'accord. Donc, comme j'imagine que ça va être tous les terminals qui vont faire ça assez vite et que si vous êtes nombreux à ne pas avoir fait cette journée d'appel, ne l'attendez pas parce que il faut le faire vite. Pareil, Quentin, tu as fait ta journée d'appel? Non, je ne pas. Ok, donc ça veut dire qu'il faudra fournir une attestation de recensement qu'il faut aller chercher à la mairie. Il faut demander à la mairie. Ok? Et ça, c'est à faire au plus vite. Hein. Votre confirmation bac, je sais que Madame Ferré, je crois que les serveurs seront fermés le 18, je crois, dans 10 jours. Ça veut dire qu'il faut qu'absolument vous ayez ramené vos confirmations avec les papiers. C'est pour ça que je vous ai dit, vous le faites au plus vite là. Dès cette fin de semaine, ce serait bien. Et si vous ne pouvez pas, lundi prochain. D'accord, que je puisse donner ça rapidement. On est en train de faire le 70, là, pour ceux qui viennent d'arriver. Donc le 70, c'est la même question. On veut savoir si la conjecture qui a été émise peut être validée ou invalidée. Encore une fonction polynôme de degré 4. Donc même question.
quand tu as dérivé seconde, ce qui fait qu'après tout est faux. Juste pour une petite erreur de calcul. On fait ta dérivée seconde. Alors cette conjecture, est-ce qu'on la valide ou est-ce qu'on l'invalide? Ça, tu sais pourquoi? C'est parce que tu as fait confiance à tes calculatrices. Ou plutôt parce que comme tu as mal écrit ton delta, et ouais, ça c'est fait. Et tu sais pourquoi? Uniquement parce que tu n'as pas mis de parenthèses. Ça te fait faire tout le reste. Donc, si tu écris ça, ta calculatrice, elle ne pas et voilà, tu vas recalculer ton delta, tu vas voir. Non, mais pas un plus. Il faut que tu le recalcules parce que ça changera le résultat. Mais là c'est vrai qu'une toute petite erreur de parenthèse et on peut obtenir un résultat qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on est censé trouver. Ok. Bon. Donc je pense que dans ce cas-là, on va l'invalider, d'accord? Elle a beau ressembler à une fonction convexe, à une courbe d'une fonction convexe, ça va pas être le cas. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être zoomer bien mieux pour voir. Vérifions. On dérive une première fois. Donc dérivable sur R, f' de x égale 4x3 moins 12x plus 10. X. On redérive une deuxième fois. F seconde de x qui est égal à 12x carré. Ah, il manque un carré là. Moins 24x plus 10. Fonction polynôme de degré 2. On met les valeurs A, B, C. A égale 12, B égale moins 24, C égale 10. Delta B carré moins 4AC, c'est-à-dire moins 24 au carré. C'est là où les parenthèses sont indispensables. Moins 4 fois 12 fois 10. Vous avez trouvé combien? 96. Cette fois, le delta est strictement positif. Oui, Justine. Oh, merci. Ok, bon, ça ne changera rien sur ma dérivée seconde, heureusement, mais voilà, il faut quand même le remarquer. Donc ensuite, le delta est strictement positif, et donc, deux racines qu'on peut calculer, x1 qui vaut... Et on sait déjà, normalement, quand on arrive là, on devrait se dire, ah, mais ça y est, c'est fichu. On est sûr que ma fonction polynôme de degré 2 n'a pas un signe constant. Donc elle va être à un moment donné positif, à un moment négatif, et donc autrement dit, la fonction elle va être convexe et concave sur un intervalle, donc elle ne peut pas être convexe sur R. On va quand même aller jusqu'au bout. On va calculer les racines. Alors, vous les trouvez combien? Je ne vais pas les refaire. Oui, c'est bien. Il y a une question. Le moins 12x carré, ça ne peut pas faire plus 24x? Eh ben non, parce que c'est moins 12 fois 2x. D'accord? La dérivée de x carré c'est 2x, et là tu as un coefficient moins 12 qui se multiplie à tes 2x, ça reste moins 24. D'accord? C'est pas le carré, c'est pas le moins ne vient pas négatif, positif. Qu'est-ce qu'on trouve comme racine? Moins b moins racine delta sur 2a. En simplifiant, ça fait 6 moins racine de 6 sur 6. Et l'opposé. Ok, et pas l'opposé. 6 plus racine de 6 sur 6, c'est pas son opposé. L'opposé, ce serait moins 6 moins racine de 6 sur 6. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expression conjuguée. C'est son conjugué. D'accord? Ok, ça va? Vous avez trouvé ça, les autres? Comme racine, ouais? Ok, donc on a nos deux racines. Donc on peut faire tout de suite notre petit tableau de signes de notre dérivée seconde. On a x1, x2. x1 qui est plus petit que x2, je mets ça comme ça. Et on met les signes. Et on sait que la parabole étant tournée vers le coefficient petit a est positif, la parabole est tournée vers le haut, donc on est dans plus, moins, plus. Et vous voyez bien que dans ce cas-là, vous pouvez, si vous voulez, rajouter une ligne et mettre petit f, et on va mettre sur l'intervalle moins l'infini x1, la fonction va être convexe,
On n'a pas de symbole mathématique pour concave. Hein. Donc convexe, concave, convexe. Ok. Et donc, évidemment, elle n'est pas convexe sur R. On voit bien qu'il y a un intervalle sur lequel elle est concave. Donc la question, la conjecture est invalidée. Est-ce que ça va? Donc ça veut dire qu'il faudrait, si on faisait un zoom là, qu'est-ce qu'on verrait si on zoomait ici là? Bah, on verrait un truc comme ça. Un truc où elle est comme ça. Là elle est convexe, là elle est concave, et là elle est de nouveau convexe. Ok, sauf que ben, c'est tellement, ça se voit tellement pas, on a l'impression que c'est quasiment plat, mais en fait ça l'est pas. Et si on zoomait, on faisait un zoom suffisamment bien pensé en changeant l'échelle, on verrait vraiment un truc comme ça. Donc une partie concave entre les deux. Donc pas se fier toujours à la calculatrice. La calculatrice elle est là pour faire des conjectures, elle n'est pas là, ça prouve rien, et des fois ça montre des choses qui sont trompeuses. Un petit mot là sur convexe, concave, convexe. Qu'est-ce qui se passe ici? On a ce qu'on appelle un changement de convexité ou changement de concavité. On passe de convexe à concave et de concave à convexe. On a un truc ici. Vous voyez qu'il y a un petit changement là. Comme ça, et puis là c'est tourné dans l'autre sens. Donc on en parlera, on ne va pas en parler aujourd'hui, on en parlera demain. Mais ce point-là de la courbe, il a un nom. Le point où justement l'inclinaison, le changement de courbure là, de convexité se passe, on appellera ça un point d'inflexion. Point d'inflexion, parce que y a un fléchissement de la courbe différent, d'accord? Là, on avait ici une courbure qui était de plus en plus rapide. Et puis de nouveau, elle vient de moins, ça continue de croissant, mais de moins en moins croissant. Là, ça s'appellera un point d'inflexion, donc on en parlera demain. Là, on n'a pas le temps. On a encore un exercice à faire, le dernier, le 72, et puis ça ira pour aujourd'hui. Ok, alors voyons voir cet exercice 72. Dans le plan mis d'un repère, on a tracé la courbe représentative C' de la fonction dérivée f' d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle moins de 1. Et on sait que f de 0 égale moins 2. Donc là, vous avez vu, ce qui est particulier cette fois, c'est qu'on n'a pas la courbe représentative de la fonction, mais de la dérivée. C'est la courbe C'. À partir du graphique, on a des conjectures à faire. Donc des conjectures, ça va très vite. C'est seulement émettre des hypothèses. Alors, sens de variation de la fonction f, équation de la tangente à la courbe représentative de f en 0 et convexité de f. Allons-y. Moi, je veux que vous me donniez les trois conjectures. Qui me donne le sens de variation de f, d'abord? Oui, heureusement que je suis là pour parler, parce que j'aimerais que ce soit un peu plus dynamique, sinon c'est pas agréable ni pour vous ni pour moi. Amélie. F croissante sur moins 2, moins 0,5 et décroissante sur moins 0,5. Vous êtes d'accord? Et non. Amélie, elle nous a donné le sens de variation de f', mais c'est le sens de variation de f que l'on veut. Oui, Marine. Ça, c'est la tangente, on voit qu'elle est toujours positive, donc f, c'est toujours positive au-dessus de l'axe de 0. Du coup, la fonction, elle est croissante. Oui, tu as juste dit un truc qui était faux, c'est pas du tout une tangente. Hein. C'est pas la courbe de la tangente. Non, c'est la courbe de la dérivée. C'est la courbe de la dérivée.
Je sais que la dérivée, elle est liée à la tangente, mais tu peux pas me dire que là, il y a une tangente qui est dessinée, il n'y en a pas. Il y a la courbe C' qui représente la fonction dérivée. Mais après, tu as raison. Ce qui nous intéresse, si on veut les variations de la fonction f, c'est bien le signe de la dérivée qui nous intéresse. La dérivée est représentée par cette courbe. On regarde son signe. Or, toute la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, ça veut dire que toute la fonction dérivée est positive, et donc on est sûr que la fonction f est croissante sur l'intervalle -2, 1. Est-ce qu'elle est strictement croissante? Elle va même être strictement croissante parce que elle ne s'annule pas sur un intervalle, cette fonction. Elle s'annule, ok, elle s'annule ici et ici, c'est la dérivée, mais pour que la fonction soit constante, il faut qu'elle s'annule sur carrément un intervalle complet. Ce qui n'est pas du tout le cas. Elle s'annule qu'en 0, ça veut juste dire qu'elle a une tangente horizontale en ce point-là. Ça ne veut pas dire qu'elle a que la fonction f va être à un moment donné constante. Donc en fait, elle est bien strictement croissante, cette fonction. Mais bon, si vous dites croissante, ça nous suffit. Donc là, il suffit de dire, si on le justifie, C' est au-dessus de l'axe des abscisses, donc f' est positive sur -1, et donc f est croissante sur l'intervalle -2. Ok? Ça, c'est des exercices classiques où c'est là où on vérifie si vous maîtrisez bien toutes ces histoires de liens entre la dérivée, la fonction, la dérivée première, la dérivée seconde, la convexité, les variations, etc. C'est justement quand on vous piège, on vous dit attention, ça ne représente pas la fonction, ça représente sa dérivée. On aurait peut-être pu dire même ça représente sa dérivée seconde. D'accord? Donc là, on a la dérivée. Ok, petit b. Il faut donner une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0. D'abord, cette tangente, ça servirait à rien de la tracer ici, parce qu'on parle de la tangente à la courbe de f. Mais la courbe CF n'est pas tracée. Donc on ne peut pas tracer sa tangente. Par contre, on veut donner une équation de cette tangente. Donc il faudrait peut-être se rappeler comment on trouve, à quoi ressemble une équation de tangente. Vous vous rappelez, formule de l'année dernière? Qui me la redonne? On va l'appeler T0, la tangente en 0. Vas-y, Justine. Ah, ça commence pas comme ça. C'est une équation. Y égale. Pourquoi 1? A, f' de petit a. Alors si tu mets la formule générale, la tangente en A, c'est y égale f' de a, facteur de x moins a, f de a. Exactement. Vous vous rappelez de cette équation? Il faut la connaître par cœur. Y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a, on l'a vu au moment du chapitre de la dérivation, justement. Les nombres dérivés où on donnait l'équation de la tangente, et f' de a, c'est le nombre dérivé qui va devenir le coefficient directeur de la tangente, et puis ça utilisait f de a aussi. Donc nous on l'applique en 0, donc c'est y égale f' de 0 fois x moins 0, c'est-à-dire fois x, plus f de 0. Vous voyez bien que pour pouvoir donner l'équation, vous avez besoin de deux informations. Il faut connaître f' de 0 et il faut connaître f de 0. Si vous connaissez ces deux trucs-là, vous avez l'équation de votre tangente. Alors, il y en a un qui est donné, déjà, dans l'énoncé. F de 0 qui est égal à moins 2. Donc, ok, celui-là, on l'a, moins 2. F' de 0 maintenant. Ça arrive? On le lit graphiquement puisqu'on a la courbe représentative de f'. Donc f' de 0, il vaut combien? C'est lui-là. C'est l'image de 0 par la fonction f'. Or ça, c'est la courbe représentative de la fonction f'. Donc 1, 2, 3, 4. 4x moins 2. Et voilà l'équation
de la tangente, y égale 4x moins 2, tangente à la courbe représentative de la fonction f. C'est bon? Il nous reste la convexité. Quand est-ce que la fonction f est convexe et quand est-ce qu'elle est concave? Clément, tu dirais quoi? Quand est-ce que la fonction f est convexe? Quand est-ce qu'elle est concave? Pas d'idée? Non. Gabin? Il est convexe sur moins 2, moins 2, Oui. convexe sur 2,50 sur 0,5. Très bien. Pourquoi? Il ne faut pas du tout être influencé par la courbe et par sa courbure. On s'en fiche, ce n'est pas elle qui nous intéresse. Elle ne représente pas la fonction f. Il faut se dire que si vous voulez avoir la convexité de f, il faut observer quoi? Soit le signe de f seconde, mais là on l'a pas f seconde, mais on sait que ça, il nous suffit d'avoir les variations de f'. Et là vous avez la courbe qui représente f'. Donc il suffit de regarder quand est-ce que f' est croissante, quand est-ce que f' est décroissante. Or là on voit bien que sur l'intervalle moins 2, moins 0,5, la fonction f' est croissante, donc la dérivée est convexe, et sur moins 0,5, 1, la dérivée est décroissante, donc la fonction est concave. D'accord? Donc allons-y, écrivons-le. Donc, pas la place, je vais effacer. Donc petit c, donc sur moins l'infini, sur moins 2, moins 0,5, on peut dire que f' est croissante, donc f est convexe. Sur moins 0,5, 1, f' est décroissante, donc f est concave. Ok, tout ça ce sont des conjectures puisqu'on a seulement regardé sur la courbe. On sait très bien que si ça se trouve cette courbe elle est complètement fausse, en tout cas par rapport à la fonction qui nous intéresserait, et qu'en zoomant plus on observerait d'autres choses. Ça pourrait être que ça c'est un petit peu en dessous, ou que le signe change, ou ça pourrait être que finalement il y a un petit changement de variation qui ne se voit pas. Bon, on fait des conjectures. Mais la question 2, on nous donne l'expression de la dérivée. En tout cas, une expression. Alors pourquoi il dit une expression et pas l'expression? Pourquoi il y a écrit une expression de f'? Une fonction a combien de dérivées? Une seule. Mais une fonction peut avoir plusieurs formes. Ça peut être forme factorisée, forme développée réduite. D'accord? L'important c'est. Donc là, c'est pour ça qu'ils ont dit une expression de f'. Ça veut dire ça c'est une des formes, et vous voyez que c'est la forme d'un carré, c'est une forme d'expression. Mais il y a bien qu'une seule dérivée. Quand vous dérivez, on tombe que sur une fonction particulière. Bien. Et donc il faut retrouver par le calcul toutes les conjectures émises à la question 1. Autrement dit, il faut qu'on redémontre que la fonction f doit être croissante, qu'une équation de la tangente c'est y égale je ne sais plus combien, et qu'elle est d'abord convexe puis concave. Donc, il nous reste 4 minutes, on fait ça vite, parce qu'il faut qu'on passe à autre chose demain. Le premier, c'est très facile. Démontrer que cette fonction, elle est bien toujours croissante, la fonction f. Oui, Thomas? Un carré, c'est toujours positif. Donc la fonction f', on sait qu'elle est positive. Peut-être qu'elle s'annule,
Mais nous, on n'a pas conjecturé la stricte croissance. On a conjecturé que la croissance. Donc on a besoin de savoir c'est seulement positif. Et il suffit de dire que pour tout x appartenant à R, x carré plus x moins 2 au carré est positif. Et donc, la fonction f, donc f' de x est positif. Et donc, f est croissante. Ça y est, c'est démontré. Sur moins 2. J'ai mis pour tout x réel, j'aurais dû marquer pour tout x appartenant à moins de 1. Mais c'est vrai que c'est valable pour tout x réel aussi. Ok. Équation de la tangente. Ben, c'est bien parce que maintenant qu'on a l'expression de la dérivée, ben, il suffit de reprendre la formule et cette fois de calculer f' de 0. Plus de le lire graphiquement. Donc ça c'était le petit a. Le petit b c'est donc t0, c'est y égale f' de 0 facteur de x plus f de 0. f' de 0, 0, 0, moins 2 au carré, ça fait bien 4. 4x moins 2, on retrouve bien l'équation. D'accord ? Évidemment, le plus gros du travail, c'est pour réétudier la convexité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, bah, le plus simple, c'est de dériver, d'étudier le signe de la dérivée. Alors c'est vrai que je réfléchissais si on pouvait justement faire les variations ici, mais c'est pas une bonne idée d'essayer d'étudier les variations de la dérivée. Pourquoi ? Enfin, c'est pas une très bonne idée parce que c'est quel type de fonction cette dérivée ? Fonction ? C'est quel type de fonction ? C'est une fonction polynôme du 4e degré. C'est les carrés de x carré, hein, d'accord ? Et donc, étudier les variations de fonction polynôme du 4e degré, vous savez qu'il peut se passer plusieurs choses. Ça peut être comme une parabole, ou décroissant, croissant, décroissant, croissant, décroissant, bon, je sais plus où j'en suis. Bref, mais vous voyez que ça peut être des formes, les variations, là, ça peut être ça. D'accord ? Ou ça peut être aussi ça. Tiens, d'ailleurs, ça va être quoi ? Ça va ressembler à quoi, nous ? C'est les variations qui m'intéressent. Je veux démontrer quelle conjecture ? On veut démontrer qu'elle est d'abord convexe, puis concave. Elle sera convexe si la fonction dérivée est croissante et concave quand elle est décroissante. Donc en fait, sûrement qu'elle devrait être comme ça, la dérivée croissante, la dérivée décroissante, ce qui fait que f sera convexe puis concave. Et d'ailleurs, on voit, je vous ai dit, habituellement les fonctions polynômes du 4e degré, elles sont représentées par des courbes qui ressemblent à ça. Mais dans certains cas, c'est comme des paraboles. Regardez dans quel cas ça va marcher. Ben, c'est justement quand on peut écrire la fonction polynôme du 4e degré comme étant le carré d'une fonction polynôme du second degré. C'est des cas particuliers, on ne peut pas le faire à chaque fois ça. Ben, quand on peut le faire, au lieu de donner une courbe qui ressemble à ça, ça va plutôt donner une courbe qui ressemble à ça. Bon, vous le ferez, ça va sonner, d'accord ? Ça veut dire à vous de me dériver cette fonction une fois, d'étudier son signe, ça devrait être assez facile, et de montrer que c'est bien d'abord positif, puis négatif. Donc la fonction sera d'abord convexe, puis concave. À finir. Allez, je vous donne rien à faire pour demain. Demain, on commencera avec un peu de cours. On parlera des points d'inflexion. Et puis on rajoutera des exercices. Ah, il n'y a peut-être pas les points d'inflexion tout de suite, parce qu'il y a des histoires d'inégalité aussi. On va en parler. On verra ça.